Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat au programme. Aujourd'hui, débat donc autour de la plus grande communauté de France, celle qui vient d'Algérie, qui représente quasiment 13% de la population immigrée. L'immigration algérienne de France, qui est-elle? Qui sont les Algériens de France? Comment percevoir les différentes générations d'immigrés? On en parle avec nos deux invités, Jean Messia, président de l'Institut Apollon, et Gamal Abina, militant associatif et journaliste. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Alors sur les 3,8 millions de titulaires de titres de séjour en France, une grande partie viennent d'Algérie. En 2019, l'INSEE comptait quasiment 850 000 immigrés algériens qui résidaient en France. Jean Messia, de quel œil observez-vous cette immigration qui ne date pas d'hier, qui est très ancienne? Alors, en fait, l'immigration de manière générale et l'immigration algérienne de manière particulière, c'est un phénomène protéiforme. Je pense qu'on aurait tort de considérer la problématique migratoire comme une problématique monolithique sur laquelle on projetterait des analyses définitives. Vous l'avez rappelé, l'immigration algérienne est très ancienne en France et je pense qu'effectivement, il y a un changement à la fois dans la quantité, mais également dans les modes de vie entre l'immigration algérienne que la France connaissait dans les années 50, 60, 70, et ensuite, paradoxalement, les enfants des premières générations d'Algériens en France. Je pense que naguère, quand les Algériens venaient, ils venaient pour travailler, c'était une immigration de travail. La France était alors en pleine reconstruction et elle avait besoin d'une main-d'œuvre abondante et bon marché. Et effectivement, beaucoup d'Algériens sont arrivés en France par ce biais-là, mais à l'époque, cette immigration était quand même réduite à sa portion congrue et la cohabitation en général avec la population française se faisait de manière harmonieuse. Alors que, disons que c'était un peu paradoxal, puisque les années 50 et 60, c'était aussi le moment où il y avait les événements, ce qu'on appelait les événements d'Algérie ou la guerre d'Algérie, et on aurait pu penser que l'immigration, notamment celle qui est arrivée après 1962, finalement, serait une immigration problématique, alors qu'elle ne l'a pas du tout été. Peut-être parce que la France connaissait à l'époque une croissance très forte et un très faible chômage, ce qui permettait aux immigrés de façon générale et aux Algériens de manière particulière de s'intégrer par le travail et par le marché et par le biais économique. L'immigration change radicalement à partir des années 80 pour plusieurs facteurs. La première, c'est que évidemment l'économie française tourne au ralenti dès la fin des années 70 à la suite du deuxième choc pétrolier. On n'a plus de croissance, le taux de chômage tend à exploser. La France fait le choix, contrairement à l'Allemagne, de garder son immigration de travail, donc de ne pas la renvoyer, de ne pas mettre fin au titre de séjour et de renvoyer les gens chez eux. Et en plus, on fait venir, par la politique du regroupement familial, les familles des immigrés et de les installer en France. Donc on est passé d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. C'est-à-dire que les gens qui arrivaient de manière définitive s'installer en France avec leur famille. Donc, si vous cumulez la massification de l'immigration avec un contexte économique extrêmement détérioré, c'est à partir de ce moment-là, finalement, que les problèmes ont commencé à apparaître. Alors, loin de moi l'idée de dire de globaliser et d'essentialiser et de dire que tous les immigrés posent problème, mais disons que les problèmes ont commencé à apparaître à cause de ce double mouvement. Et enfin, on a aussi, il faut bien le dire, une idéologie en France à partir des années 80 qui met, si vous voulez, le devoir de mémoire comme quelque chose d'un peu sacrificiel et punitif, où on a toute une génération de professeurs, par exemple, qui expliquent dans les écoles aux enfants des immigrés algériens et africains, etc., que la France, ils présentent la France sous son plus mauvais auspice, c'est-à-dire qu'on présente la France comme un pays colonisateur, un pays esclavagiste, un pays raciste, etc. Et donc, en fait, l'idéologie aux commandes de la France à partir des années 80, au lieu de faire aimer la France aux enfants des immigrés algériens, elle les a biberonnés finalement à une sorte de haine de la France par rapport à la guerre d'Algérie, en disant que la France s'était très mal comportée en Algérie, que la colonisation n'a eu que du négatif. Emmanuel Macron allant il y a un certain temps jusqu'à dire que ce fut
que la guerre d'Algérie a été un crime contre l'humanité. Donc évidemment, quand vous avez 13, 14, 15 ans et que vous entendez ce discours diffusé à l'école, par les médias, par les politiques, comme quoi la France a réduit en esclavage vos ancêtres, a torturé vos ancêtres, n'a apporté que du malheur, comment voulez-vous que les enfants de ces émigrés algériens, qui eux-mêmes sont devenus français, ils sont en porte-à-faux par rapport au pays dont ils portent la nationalité. C'est-à-dire que est née une forme de, peut-être pas de haine de la France, encore que chez certains c'est le cas, mais une sorte de défiance vis-à-vis de la France, vis-à-vis de son histoire. Et finalement, on a provoqué, au lieu d'assimiler les immigrés algériens, de les intégrer et d'en faire des Français, eh bien, on a fait un tir de barrage idéologique qui a rejeté finalement ces Algériens, en tout cas une partie d'entre eux, dans un effet rebond vers le nationalisme algérien. Donc ils vivent en France, beaucoup vivent en France, mais comme des Algériens. Un sentiment, oui. Vous avez évoqué plusieurs âges, plusieurs générations d'immigration. Jean Messia, Gamal Abina, qui sont les Algériens aujourd'hui qui résident en France? Est-ce que c'est les retombées de l'immigration des 30 Glorieuses à l'époque? Est-ce que c'est le regroupement familial? Est-ce qu'il y a aussi une nouvelle immigration? Non, mais déjà, j'ai entendu beaucoup de choses qui sont fausses, donc je vais quand même corriger pas mal de choses. Les premières vagues d'immigration en France, c'est la Pologne. C'est les Polonais qui travaillaient dans le nord de la France et qui ont été parqués. Ensuite, il y a eu évidemment les différentes vagues successives liées aux différents fascismes européens, donc le Portugal, évidemment, l'Espagne, l'Italie, qui ont grossi les rangs des immigrés, dans une époque où la France n'était pas forcément non plus dans une économie qui était porteuse. Mais c'est une immigration de pays qui n'étaient pas colonisés, donc il n'y a pas ce rapport maître à esclave qui existe malheureusement avec les pays africains. Ensuite, il y a l'immigration algérienne qui intervient très tôt, contrairement à l'idée reçue. C'est dans 20 000 Algériens à Marseille pour effectivement suppléer des besoins en matière de main-d'œuvre. Et très rapidement, ces immigrés grossissent au fur et à mesure, indépendamment de ce qu'on appelle les événements d'Algérie, donc la guerre. Ça commence très tôt, donc les années 20, 30, 40. Après, évidemment, l'Algérie, les Algériens connaissent la France puisqu'ils vont faire la guerre pour la France, par deux fois d'ailleurs, 14, 18, 39, 45. Mais surtout, la France a besoin, et ça a été dit à l'instant, d'être reconstruite, là je suis d'accord, et on fait appel massivement à ces immigrés pendant et après la guerre. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est en pleine croissance économique. La reconstruction, les grands chantiers, la relance économique fait qu'ils ont besoin de bras et que les Français, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, sont restés sur les théâtres d'opérations militaires, donc n'ont pas pu évidemment participer au développement du pays. Et très rapidement, on se retrouve avec des immigrés importants. Après, c'était fait référence dans les années 70 au regroupement familial de 74-75 voulu par la droite, simplement pour des questions à la fois, alors certains diront dumping social par rapport aux entreprises, mais surtout parce que en termes humains, ces immigrés qui n'avaient pas de famille, qui devaient voir leur femme s'ils en avaient une fois par an, finalement, on a considéré que c'était pas normal de les considérer comme des éléments étrangers. On a accepté que leur famille vienne, ne pensant pas qu'il y aurait une crise durable. N'oublions jamais que l'entre-deux crises, 73-79, les Français ne pensent pas que la crise va être durable. Ils pensent qu'il y aura une relance économique et que tout va pour le mieux. Ensuite, alors j'ai entendu aussi que les immigrés, alors les Algériens évidemment sont massivement représentés, c'est normal, puisque je rappelle quand même que l'Algérie est restée 132 ans colonisée par la France et qu'il était à peu près logique que des Algériens viennent en France en contrepartie d'une destruction totale des territoires qui a été oubliée. Maintenant, j'ai entendu alors beaucoup d'idées reçues, malheureusement fausses, à savoir ce seraient les professeurs gauchistes, j'imagine, qui auraient, et j'étais à l'école comme tout le monde, école française, qui auraient expliqué aux Algériens, trop bêtes pour comprendre par eux-mêmes, que la France serait un État racialiste, raciste, ce qui est totalement faux, serait un État colonialiste. Oui, il y a une France coloniale, c'est vrai, mais c'est pas la France, c'est des dirigeants en France qui voulaient la colonisation et des hommes d'affaires, et que la France serait détestée par ses fils immigrés, nés en France, français de fait, puisque c'est le droit du sol qui l'emporte, et non pas l'acquisition de nationalité, et qu'il détesterait la France pour ces raisons-là. Eh bien, c'est totalement faux, et je vais expliquer ce qui se passe réellement dans la tête des jeunes dont j'ai été. C'est que lorsqu'on est en France et qu'on est parqué dans des cités, on a le sentiment d'être des citoyens de seconde zone. La marche pour l'égalité, d'ailleurs, l'atteste. Ensuite, on subit non seulement certaines violences de la part des anciens de l'Algérie française, quelques violences de la part de policiers qui venaient aussi d'Algérie, on le rappelle, mais surtout on subit l'arrivée des skinheads. C'est ça qui radicalise les positions. Les Algériens en France voulaient être français comme les autres. En 83, il y a donc maintenant 40 ans, ils font une marche pour l'égalité et contre le racisme. C'est cette marche-là, et non pas la marche des beurs que Mitterrand a récupérée. Et quand ils arrivent en 83, eh bien ils disent nous voulons être français comme les autres. Il n'y a pas du tout de haine de la France. Donc c'est déjà cette idée reçue est fausse. Les années 90, c'est un abandon total avec un pays qui est en très grande difficulté économique. Et évidemment, les quartiers les moins favorisés, donc il y a des provinces évidemment, mais surtout les cités, eh ben, on se rend bien compte qu'il y a une déshérence, un laisser-aller, un abandon des quartiers, non pas une perte des quartiers populaires, soi-disant au profit des mafieux, mais bien un abandon de l'État.
Et donc, quand dans les années 90, les jeunes se rendent compte qu'ils sont rien du tout, qu'ils n'existent pas, et qu'en plus 40% de chômage leur interdit de travailler, il se trouve qu'à ce moment-là, une colère s'installe. Mais c'est pas une colère de la France coloniale, c'est un mythe, ça. La plupart des jeunes n'ont pas accès à ces informations, n'ont pas connu leur histoire, si ce n'est par leurs parents, leurs grands-parents qui leur disent que l'Algérie était violente. L'Algérie coloniale, on précise bien que c'est l'Algérie coloniale. Les Algériens font bien la distinction entre la France et la France coloniale. Eh bien, elle était violente là-bas, mais ça n'explique pas la violence qu'ils subissent ici. Donc, pour finir mon propos, je veux dire simplement, c'est que mélanger ces idées en faisant croire qu'on est tellement bête qu'il faut des idéologues de gauche ou d'extrême gauche pour expliquer que la France est méchante n'a aucun sens. Le ressenti général de fils d'immigrés qui vivent mal en France pour des raisons économiques évidemment, mais aussi pour une certaine structure raciste des décideurs, et bien des décideurs, pas des Français, des décideurs, conduit effectivement à ce que cette colère s'exprime. Après le baratin sur soi-disant le wokisme, revisiter l'histoire ou cette espèce de volonté de dire que les Français s'autoflagellent, ça ne veut rien dire du tout, ça n'a aucun sens et ça veut dire que vous ne parlez pas évidemment à ces fils d'immigrés dont je suis. Jean Messiaveau, c'est ce que j'ai entendu, il y a plusieurs erreurs factuelles. D'abord, le regroupement familial ne date pas de 74-75, le regroupement familial date de 79. Et il n'a jamais été question. En 79, le regroupement familial, personne ne pensait que la crise ne serait pas durable, puisque déjà en 1980, il y a 1 million de chômeurs, le double de ce qu'il y avait en 74. Ça, c'est la première chose. Personne ne pensait que les prix du pétrole allaient être divisés par 4 après avoir été multipliés par 4. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, il y a eu une idéologie à partir de 1981 qui est totalement différente du paradigme idéologique qui a gouverné la France dans la période antérieure, que l'on pourrait résumer en paradigme gaulo-giscardien, on va dire, donc l'idéologie du général de Gaulle puis de Valéry Giscard d'Estaing, qui était un paradigme plutôt à la fois souverainiste et identitaire français, qui a été remplacé à partir de 81 par un paradigme, je dirais, oui, plus à gauche, plus mondialiste, plus immigrationniste, voilà. Et effectivement, ce paradigme, on va dire, gaucho-progressiste, avait une majorité dans un grand nombre de corps d'État, dont le corps enseignant. Donc, faut pas nier cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous dites que les quartiers à majorité émigrée ont été abandonnés, c'était peut-être vrai dans les années 80, mais encore que dans les années 80, l'immigration n'était pas aussi massive qu'elle ne l'est devenue par la suite, parce que le gros regroupement familial, à partir de 79, il a fallu au moins 10 ans pour que l'immigration devienne vraiment massive et que ses effets, on va dire qualitatifs, commencent à se voir dans le paysage français. À partir des années 90 et notamment de la mise en place du ministère de la Ville, il y a des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui ont été déversés dans ces quartiers. On les a reliés par les transports en commun, on en a rénové énormément, on a fait des maisons de quartier, vous avez des gares, des écoles, des parcs, des centres de loisirs, des maisons... Enfin bref, la France a mis beaucoup d'argent dans ces quartiers. Et enfin, je dirais que, il y a certaines immigrations, évidemment, il y a un élément culturel et identitaire très fort. On ne peut pas nier, si vous voulez, que plus l'immigré ressemble identitairement au pays qui l'accueille, plus c'est facile non seulement de s'intégrer, de s'assimiler, mais aussi de s'insérer dans la société. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un, par exemple, qui est de tradition ou d'extraction judéo-chrétienne ou chrétienne, de s'intégrer à un pays comme la France, qui est un pays à tradition et à racines chrétiennes, que si vous êtes musulman ou bouddhiste. De la même manière qu'au Maroc, vous avez une identité qui est à la fois arabe et musulmane. Si vous parlez l'arabe et si vous êtes musulman, vous pouvez vous intégrer beaucoup plus dans la société marocaine et dans la nation marocaine que si vous êtes bouddhiste et indien ou chrétien et norvégien. Donc les nations, si vous voulez, ils ont aussi une identité. Or, le problème, c'est que la massification de l'immigration, d'une part, couplée à une volonté de détricoter la France en expliquant que finalement, comme l'explique d'ailleurs de manière aujourd'hui ouvertement le macronisme, c'est-à-dire que la France n'a pas d'identité, que la culture française n'existe pas. Donc non seulement les élites françaises ni l'identité française, ni la culture française, mais de surcroît, la massification de l'immigration rend presque impossible l'assimilation, parce que vous pouvez assimiler des individus, ce qui était le cas de mon immigration à moi et de la vôtre jusqu'à la fin des années 70. Ensuite, quand l'immigration devient familiale et devient massive, les peuples, on ne peut pas les intégrer, parce que vous recréez à l'intérieur de la nation française des territoires où, effectivement, d'autres identités
société se coagule et se crée, ce qui est parfaitement normal. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez effectivement les immigrés chinois qui arrivent dans les quartiers chinois, les immigrés indiens qui arrivent dans les quartiers indiens, etc. Or, le programme du gaucho-progressisme des années 80, c'est aussi à travers cette immigration massive à qui on ne demande plus de s'assimiler, finalement le programme c'est de faire de la France une société multiculturelle, contrairement à ses traditions, puisque la tradition française jusqu'aux années 80, c'était une tradition assimilationniste. En gros, on disait à l'immigré qui arrivait en France, deviens ce que nous sommes. Avec le socialisme, on a dit aux immigrés, restez ce que vous êtes. Et maintenant, vous avez effectivement les écologistes, les Verts et un certain nombre de gens de gauche et gaucho-progressistes qui disent quasiment on va devenir ce que vous êtes. Donc vous comprenez qu'il y a quand même un glissement paradigmatique et un glissement idéologique qui fait que le vivre ensemble qui a pu être constaté dans les années 50, 60, 70 entre des gens qui venaient en France soit pour travailler et repartir au bout de 3 ans, soit pour s'installer, mais en faisant l'effort de ressembler aux Français, je veux dire identitairement, c'est plus du tout la même chose que l'on constate 30 ans après avec une immigration de masse. Et j'ajoute qu'évidemment, le monde arabo-musulman des années 50 et 60 ne connaissait pas les crispations identitaro-religieuses que nous constatons aujourd'hui. Je suis d'origine égyptienne, je peux vous dire que l'Égypte des années 50 et 60, elle ne ressemble pas du tout de ce point de vue-là à l'Égypte d'aujourd'hui. Il y avait une forme de libéralisme à l'époque et de détente, si vous voulez, religieuse, identitaire, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc les mouvements de radicalité qui traversent les sociétés arabo-musulmanes se retrouvent par le biais des populations immigrées installées en France, également traverser la société française. Vous comprenez? Donc, d'un côté, vous avez une radicalité qui se forme dans certaines immigrations. De l'autre côté, vous avez un pouvoir français qui est tétanisé par une idéologie qui lui interdit de réagir. Et c'est ça qui explique, effectivement, l'ensauvagement de notre société, qui n'est pas simplement sécuritaire, mais qui est aussi idéologique. Vous avez parlé de la situation actuelle aussi, Jean Messia. Gamal Abina, pour revenir sur l'actualité, un projet de loi immigration a été présenté au Conseil des ministres à Paris début février. De nombreux Algériens pourraient être impactés si ce projet de réforme est adopté. Un projet de loi qui vise, je cite, à contrôler l'immigration, à améliorer l'intégration. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi et est-ce que ça pourrait changer pour une partie des Algériens de France ? Bon, je vais déjà commencer par répondre à ce qui a été dit, avant de répondre à votre question. 29 avril 1976, c'est le décret de loi qui a été fait par le président Giscard d'Estaing pour l'immigration et le regroupement familial algérien, des Algériens en particulier, parce qu'il y avait des accords spéciaux qui étaient entre la France et l'Algérie de 62 à 68. Oui, donc déjà, vous vous trompez complètement, parce que la plupart des Algériens, excusez-moi, je vous ai laissé parler, j'ai dit beaucoup d'erreurs et beaucoup de bêtises, donc je finis, d'accord. La plupart des Algériens ont été massivement accueillis, je parle des familles algériennes, dont une partie de ma famille, en France, à partir de 74, 75 et 76. Régularisation, évidemment, d'un statut qui était assez particulier. Ensuite, l'immigration des années 80 est surtout constituée essentiellement par l'immigration africaine, subsaharienne. L'immigration maghrébine est quasiment massive dans les années 70 entre les ouvriers marocains qui vont dans les usines de Flins et de Renault et puis les Algériens qui sont dans le bâtiment en général. Après, on voit une dissémination de cette immigration avec les Tunisiens. Mais vous dites donc des choses qui ne sont pas exactes, c'est 76 et on est entre deux crises dont la France n'est pas frappée par la première puisque Joubert, avec une phrase célèbre de dire qu'il est normal que les Égyptiens reprennent par la force, c'est votre pays d'origine, ce qui leur a été pris par la force, ça a épargné à la France de subir le boycott par rapport aux produits pétroliers et gaziers des pays arabes. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous avez dit une erreur à nouveau. Vous dites que dans les années 50, ça allait très bien dans les pays arabes, il n'y avait pas ces problèmes identitaires profonds. Ben, c'est faux. Les mouvements de votre pays, des frères musulmans, c'est les années 30. Et ça se bagarre jusqu'à l'exécution excusez-moi, je finis parce que je connais très bien l'Égypte malheureusement. Mon prénom ne dit pas que je suis égyptien évidemment, je suis algérien, mais par contre on a beaucoup aimé Nasser. Donc déjà, faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Quand Saïd Qutb se fait tuer par Nasser, par le régime égyptien des entiers frères musulmans pour le coup, effectivement c'était une Égypte progressiste qui est mise en place avec des frictions dans la société qu'on observe depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pas ce qui fait l'immigration française. L'immigration française identitaire dont vous parlez, parce que vous parlez beaucoup d'identité, c'est le fait qu'on est abandonné. Et j'ai connu ça, des quartiers. C'est pas parce qu'on a mis 2-3 coups de barbouille avec le plan Bordeaux sur les immeubles qu'on règle la question sociale.
C'est pas parce qu'on fait des bons métros, des beaux RER, que les gens qui sont au chômage vont les emprunter. La problématique sociale, vous l'excluez évidemment au profit d'une problématique pseudo-identitaire. Rassurez-vous, les gens des quartiers voient la même télévision que vous, voient les mêmes programmes que vous, ont la même langue que vous, parlent les mêmes musiques, enfin écoutent les mêmes musiques que vous. Il n'y a pas de différence. Ce qui a creusé le déficit, c'est dans les années 90, avec la montée des mouvements islamistes en Afrique du Nord, effectivement, des gens qui leur ont dit, puisqu'ils ne votent pas de vous, il y avait donc un vide, ils l'ont comblé en présentant l'islam comme étant une identité mythifiée, très exagérée et qui a finalement échoué malheureusement pour eux et fort heureusement pour ces jeunes. Par contre, pour répondre à la question, il y a plein de projets de loi qui sont proposés actuellement qui ont des visées extrêmement douteuses. Alors je vais aller juste rapidement. Depuis les 3 derniers mandats des différents présidents, donc on va commencer par le pire, M. Sarkozy, qui a quand même fait une chose extraordinaire, la loi sur l'identité nationale, celle qui vous plairait d'ailleurs, parce que vous parlez beaucoup d'identité, ça rappelle un peu le discours des nazis qui avaient les mêmes problèmes identitaires, je rappelle. Les Marocains la loi Là, on va parler du Maroc, c'est amusant, parce que quand vous êtes français au Maroc, vous êtes un roi. Je ne sais pas si vous avez été à Marrakech, ils n'ont pas de problème, ils parlent français, et tous les Marocains parlent français, comme en Algérie. Donc ces questions de l'accueil des Français, l'accueil des Français en Afrique du Nord est extrêmement favorable aux Français. Ils sont considérés quasiment comme des sauveurs économiques, je vous le rappelle. Donc, ils ne sont pas mal accueillis, c'est tout le contraire. Et ils n'ont même pas besoin de connaître la religion, ça ne les intéresse pas. Ils sont français dans un pays arabe, comme on le voit d'ailleurs au Qatar. Mais pour répondre à votre question, sur la question, effectivement, vous avez fait référence à soi-disant ce repli identitaire. 3 lois ont été voulues, ou du moins pensées, par Sarkozy. La loi sur l'identité nationale qui était gravissime. Par M. Hollande, la déchéance de nationalité, qui est un déni de droit, parce qu'il a voulu revenir sur les termes de droit. Et maintenant, on parle à nouveau, c'est l'obsession immigratoire à chaque fois, comme Mitterrand avec la régularisation des sans-papiers. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de savoir qui on va prendre en France. À la limite, j'ai envie de dire que sous Macron, il y a au moins une hypocrisie qui a sauté. De la part de son ministre de l'Intérieur, qui est d'origine algérienne d'ailleurs, c'est de dire qu'on a un problème avec les immigrés, on ne veut plus de bras. On veut faire comme le Canada, on veut des cerveaux. Et ils ont bénéficié à plein. 15 000 médecins algériens formés en Algérie qui aujourd'hui travaillent en France, des cadres supérieurs, des gens très bien formés qui n'ont pas coûté cher à la France, mais qui sont intéressants pour le pays. Voilà quels sont les termes, les contours de cette loi, à savoir l'immigration choisie, chère à M. Sarkozy, je le rappelle. Donc là, finalement, tous les dirigeants français, qu'ils soient de gauche ou de droite, au demeurant, se retrouvent sur le même débat. Je ne crois pas que Macron soit vraiment un homme de gauche, c'est plutôt un réaliste économique. Non, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ces questions-là sont posées avec beaucoup d'équité et c'est là où je reviens sur le nazisme. On cherche toujours un bouc émissaire, on cherche toujours quelqu'un sur qui taper, et il se trouve que les immigrés n'ont pas de représentants, n'ont pas de protecteurs, ne représentent rien en matière de pouvoir économique, et encore moins politique, et c'est pour ça qu'on peut taper facilement dessus. On le ferait beaucoup moins avec d'autres immigrés qui ont pris un peu plus de poids dans la société. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des Arméniens, qui ne sont pas plus assimilés, mais qui savent très bien jouer des codes identitaires français. La différence entre ces immigrés européens et les immigrés nord-africains ou africains, c'est que les immigrés européens, c'était des pays libres qui n'ont pas été colonisés. Alors que les immigrés africains ont été des pays qui ont été cassés intellectuellement, humainement, physiquement, et qui arrivent dans une position de dominer. Et ce sentiment de domination qu'ils ressentent, aujourd'hui dans les quartiers, quand vous avez un jeune, demandez-lui s'il croit qu'il a un avenir. La réponse est négative. Il ne voit pas d'avenir. Il rêve de l'avenir des autres, mais pas du sien. Et Gamal Abina, vous avez soulevé un point important, 15 000 médecins algériens qui travaillent en France. Jean Messia, en 2022, ce sont 1200 médecins algériens qui auraient été autorisés à exercer dans l'Hexagone. De nombreux professionnels de santé postulent en France, des spécialistes dans certains domaines. Est-ce qu'il faut s'en réjouir de ça? C'est un double désastre. Le premier désastre, c'est pour l'Algérie, qui effectivement connaît une fuite des cerveaux. Je pense que l'Algérie a beaucoup plus besoin de ses médecins que la France. Le deuxième désastre, c'est qu'en fait, cela a été voulu et organisé par les élites françaises depuis 20 ans. C'est-à-dire que lorsque vous mettez un numerus clausus, où sur 100 médecins, vous ne laissez passer le concours qu'à 9, évidemment que pendant des années, au bout d'un certain nombre d'années, ça va avoir des effets malthusiens sur le nombre de médecins présents en France. Et à l'époque, les élites françaises ont décidé de cette politique parce qu'ils s'imaginaient que moins il y aurait de médecins, moins nous aurions de dépenses de santé. Parce que c'était l'objectif, effectivement, de juguler
la dépense de santé, la dépense sanitaire, la dépense sociale. Moyennant quoi, les dépenses de santé ont explosé et le seul résultat avec lequel on se retrouve, c'est une pénurie de médecins qu'on est obligé de combler en saignant les pays du tiers-monde, pas seulement d'ailleurs l'Algérie, vous avez aussi des Tunisiens, des Marocains et des Subsahariens, médecins qui viennent. Or, ces pays d'origine ont besoin de leur cerveau, ils ont besoin de leur matérise, ils ont besoin de leurs médecins. Donc je ne vois pas comment on pourrait se réjouir de ça. Je vous précise quand même, parce que je ne peux pas laisser une erreur se perpétuer, c'est que le regroupement familial n'a été opérationnel qu'à partir du moment où il a été reconnu par le Conseil et validé par le Conseil constitutionnel en 1978. Avant, il était dans les tuyaux, mais il n'était pas validé. Donc il est effectif à partir de 1978. Ensuite, si vous voulez, s'agissant des identités, moi, la référence au nazisme permanente, ça décrédibilise totalement votre discours. Aujourd'hui, si vous voulez, le problème, c'est que ce n'est pas les Français, ce n'est pas la population française qui agresse et qui maltraite les étrangers. Je pense que si la France était un pays maltraitant ou si le peuple français était un peuple non accueillant, je ne vois pas ce qui pousserait des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes à travers le monde de risquer parfois jusqu'à leur vie pour venir s'y installer. Donc si vous avez autant de personnes qui risquent leur vie pour venir s'installer en France, c'est qu'ils savent très bien qu'en France, on est bien, heureux comme Dieu en France, comme dit le proverbe, parce que vous avez des prestations sociales, vous êtes pris en charge pour tout, pour votre logement, pour l'éducation de vos enfants, pour la santé. Quand vous gagnez pas assez, on vous donne des prestations pour pouvoir vous nourrir. Donc je pense que dire que la France ne fait pas assez pour les populations qu'elle accueille, elle a même fait davantage pour les populations qu'elle accueille que pour ses propres citoyens parfois. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Quant au nazisme, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qui est agressé dans la rue? La plupart des gens qui sont agressés dans la rue, la plupart des femmes qui sont agressées dans la rue, et je ne parle même pas des actions terroristes et des coups de couteau, ce n'est pas des Français grimés en nazis qui font la chasse aux Noirs ou la chasse aux Arabes dans les rues de France. C'est même plutôt le contraire. Le phénomène est tellement étendu, le phénomène est tellement étendu que certains osent même parler de racisme anti-blanc. C'est vous dire. Même le président de la République et le ministre de l'Intérieur, comme vous l'avez rappelé, qui a du sang algérien, a lui-même reconnu qu'il y avait un lien entre la délinquance et la criminalité et l'immigration. Donc aujourd'hui, si nazisme il y a et s'il y a une forme de fascisme et de barbarie, elle émane certainement pas ni de la France ni du peuple français. Donc il faut remettre l'église au milieu du village et il faut remettre les choses à l'heure. Le discours victimaire qui consiste à dire que les gens sont discriminés, donc c'est pour ça qu'on a 40% de chômeurs, excusez-moi, il y a d'autres pays qui ont été colonisés, la totalité de l'Asie a été colonisée. Pourquoi l'Asie s'est développée comme la Chine, comme Taïwan, etc. Ils ont parfois eu des colonisations par le Japon qui sont encore plus féroces et plus brutales que la colonisation française. Et vous avez en Afrique des pays qui n'ont jamais été colonisés. Le Libéria, par exemple, qui se vantait d'être le premier pays, ou Haïti, sur un autre continent, qui se vantait d'être la première république noire du monde. Ce sont des abysses de pauvreté et de misère. Donc relier systématiquement la pauvreté, la déshérence du continent africain à la colonisation, eh bien, c'est quand même un jeu que je trouve particulier et qui permet d'ailleurs aux élites de ces pays de continuer à se perpétuer et à piller leur population. Il faudrait peut-être changer de discours un jour. Vous vouliez réagir? Je peux répondre à ça parce que ça va être amusant comme réponse, c'est très rapide. Bon, déjà, vous ne maîtrisez pas l'histoire, c'est très amusant. Parlons d'Haïti, indépendant de 1804. Qui va lui faire la guerre? Les Français. Napoléon envoie 30 000 hommes qui vont au tapis. Haïti se fait faire attaquer par les États-Unis, par la France, par l'Angleterre, par l'Espagne, et on divise le territoire en deux. Bon, ça, c'est juste pour expliquer que la colonisation a un petit sens. Et c'est tout ça l'ouverture qui leur met une raclée. Il faut se rappeler quand même de l'histoire. Vous parlez maintenant du Libéria. Qu'est-ce que c'est que le Libéria? C'est un pays fabriqué, évidemment, le premier pays indépendant africain, qui va être peuplé de Noirs américains, et il y a une fracture entre ces Noirs américains qui se sentaient africains, mais qui finalement sont devenus occidentaux, et les locaux qui ne les acceptent pas. Évidemment, le Libéria est souvent en guerre, mais ces guerres-là ne sont pas alimentées d'étrangers, on l'a bien compris. Pour vous dire simplement, vous parliez tout à l'heure des Français qui seraient agressés. D'abord, vous mélangez la France et les Français. Moi, je ne parle pas des peuples. Un peuple en vote un autre et je n'ai aucun problème avec la population française. Bien au contraire. Vous n'avez pas connu les skins dans les années 80 qui faisaient la chasse aux bougnoules et aux noirs. Ça, vous ne l'avez pas connu. Vous n'avez pas connu, il y a encore 2 jours, il y a un groupe de personnes... J'ai pas fini, monsieur Jean-Messier, laissez-moi finir. Il faut être un peu courtois, s'il vous plaît. Donc, vous n'avez pas connu, il y a 2 jours, par exemple, il y a 2 Noirs qui ont été massacrés dans un village. Je veux dire, des violences comme ça, interurbaines de délinquance et de racisme, existent de façon continuelle. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Faut pas nous expliquer maintenant qu'il y aurait des petits seins d'un côté et puis des démons de l'autre. Ça n'a aucun sens, c'est essentialisant. Vous parlez de violence, et quand je vous parle de violence sociale, vous l'évacuez. 40% de chômage, ça n'a pas d'impact. Il se trouve, je vais vous donner une bonne nouvelle. Depuis que Uber
qui est un exploiteur international, s'est installé en France. Bizarrement, ceux qui tenaient les murs, comme on dit en arabe, les hitistes, ben, ils tiennent moins les murs. Ils travaillent 12 heures par jour et c'est eux qui en participent massivement à la livraison de la nourriture aux bons foyers français, quels que soient ces foyers demeurants, qu'ils soient d'origine étrangère ou pas, pour garantir que pendant le Covid, il y a encore un fonctionnement dans ce pays. Simplement pour vous dire que quand vous voulez dire que la colonisation, alors vous avez parlé des Japonais, pourquoi l'Asie s'est développée? L'Asie s'est développée parce qu'il a fallu, de la part des Américains, qui sont des ultralibéraux, mais aussi des pragmatiques, montrer une vitrine de réussite avec Taïwan, Hong Kong, évidemment le Japon, pour contrer le communisme. Donc c'était visé purement idéologiques qui ont conduit à ce que l'Asie se développe. Et la deuxième raison, c'est que l'Asie a bénéficié aussi d'une distance considérable avec les anciennes puissances coloniales. Donc ils ont pu se développer parce qu'ils ont bénéficié de cette distance physique et avec le parapluie chinois, rappelons-le quand même. En Afrique, il n'y avait pas ce parapluie chinois ni russe. Les Africains étaient livrés à eux-mêmes. Donc de dire que, soi-disant, les Japonais auraient été pires coloniaux que les anciennes puissances coloniales comme la France, 5 millions de morts en Algérie, pour information, en 132 ans. C'est très amusant, mais c'est pas sérieux. Peut-être, alors quand on parle d'histoire, vous êtes peut-être, je ne sais pas dans quelle discipline vous êtes bon, en histoire vous êtes un peu light. Maintenant, pour revenir à des réalités concrètes de terrain, les violences sociales, évidemment, conduisent à la délinquance. Et c'est bien que M. Darmanin le dise, mais il n'explique pas tout. Je veux dire, vous avez des violences qui se retournent contre soi-même. On appelle ça le suicide. Il y en a des centaines de milliers, malheureusement, par an en France. Ceux-là font de violence sur eux-mêmes. Et d'autres qui retournent à l'extérieur avec des motivations idéologiques qui sont bidons, nous sommes d'accord, mais qui, malheureusement, légitiment une action violente. Eh bien, tout cela est un problème qui est lié, effectivement, aux déshérences sociales, aux abandons des quartiers. Non pas, c'est pas les quartiers qui ont pris les pouvoirs, mais ils ont abandonné. Et effectivement, au sentiment général qu'il y a une France à deux vitesses. Mais cette France à deux vitesses, on l'a observé pendant la Gilet jaune. La province descend à Paris parce qu'elle considère comme quantité négligeable. Il y a vraiment des vrais problèmes en France qui sont liés à une structure de la société ultra centralisée sur Paris. Mais ça, si on évacue cette question-là, évidemment, on ne comprend pas le reste. Après, quand vous parlez du regroupement familial, je maintiens mon propos. Donc, c'était pensé en 74. Ça a été mis en application à partir de 75-76. Facilitation immédiate avec l'Algérie. Et je vous donne cette preuve parce que la massification des familles algériennes qui arrivent en France, étrangement, ils viennent tous à partir des années 70. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper sur les termes du débat. Le reste, le décret d'application de 78 et pas 79, comme je disais tout à l'heure, arrive derrière, mais c'est déjà, c'est déjà dans les tuyaux. C'est pourquoi il y a énormément de gens qui naissent français en France. Alors, simplement, il faut bien comprendre des problématiques. Vous, évidemment, vous êtes comme moi, fils d'immigrés, sauf que vous êtes né à l'étranger. Vous n'êtes peut-être pas connu aussi bien la France que moi, parce qu'il faut la connaître des quartiers, pas seulement de Paris. J'ai eu la chance d'être des deux côtés du périph'. Donc, quand on nous raconte des histoires sur la France, avec des idéologues de gauche qui nous auraient nourris d'une idéologie crasse qui crasserait la France, c'est un mensonge. Je vous le dis, c'est un mensonge. Alors peut-être que, je ne sais pas, à Saint-Louis, ils disent autre chose, mais dans les écoles que j'ai connues et que tout le monde a connues, l'histoire coloniale, c'est 2 pages. Ensuite, l'autoflagellation de la France n'existe pas. On va même jusqu'à dire qu'il y a eu des bons côtés dans la colonisation, mais que ça s'est mal passé pour la sortie de la colonisation. Il faut être très sérieux quand vous parlez de choses comme celle-là, parce que manifestement, vous n'êtes pas fils d'immigrés, c'est évident, du moins comme nous. Vous n'êtes pas des descendants de colonisés. Vous n'êtes pas non plus pauvres, ce qui joue pour beaucoup. Vous avez 2 éléments qui vous manquent pour pouvoir comprendre une situation réelle. Donc je vous invite à un peu plus de prudence dans vos propos et un peu moins de dogmatisme, s'il vous plaît. Donc en fait, pour vous, il faut être pauvre pour être intelligent et pour voir les choses. C'est le raccourci. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis fils de pauvre et je suis intelligent. Ça, c'est la première chose. Et bon, si vous voulez vous masquer derrière uniquement la question sociale, que je ne nie pas par ailleurs, je ne dis pas qu'il n'y a pas de question sociale en France, mais à côté de la question sociale, vous pratiquez une cécité militante sur la question identitaire qui vient se superposer sur la question sociale. Si vous avez un mouvement comme le Rassemblement national qui fait 41% à la dernière élection présidentielle, c'est bien parce qu'il y a quand même un malaise identitaire d'une grande partie de la population. Ou alors, qu'est-ce que fait ce parti sur la scène politique? Je peux vous répondre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la discrimination, excusez-moi, la question sociale et les discriminations. Bon, vous avez un discours de gauche, en fait, je ne suis pas très surpris. Vous êtes à gauche. Les choses qui vous gênent, les choses qui vous gênent, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas le système. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, soyez correct. Je vous ai laissé finir, alors que votre propos ne me plaisait pas plus que le mien. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a des gens qui s'insèrent parfaitement. Il y a des immigrations réussies en France. Je ne dis pas que dans l'immigration arabo-afro-musulmane, vous n'avez pas des exemples de réussite admirables et qu'il y a des gens admirables qui effectivement réussissent, font carrière, s'insèrent, s'intègrent, etc. Mais si on parle d'un bilan macroéconomique, effectivement, le bilan macroéconomique est globalement négatif, ce qui n'est pas le cas de toutes les immigrations. Vous avez parlé de l'immigration arménienne. Vous avez dit que l'immigration arménienne réussissait parce qu'elle maîtrisait les codes français. Ben, moi, j'appelle ça l'assimilation.
C'est-à-dire que plus vous ressemblez au peuple dont vous portez la nationalité, plus évidemment vous avez la chance de réussir, vous avez l'opportunité et la probabilité de réussir et de vous insérer dans la société. Moins vous ressemblez identitairement au peuple qui vous accueille, plus vous êtes effectivement victime d'une forme, pas de rejet, parce que malgré tout, même les gens qui vivent en France comme s'ils vivaient dans un pays arabo-musulman en s'habillant comme des bédouins du 7e siècle, eux aussi, ils ont les allocations familiales, ils ont toutes les aides au logement, leurs enfants sont scolarisés gratuitement, donc la France est quand même bonne mère. Voilà. Mais indépendamment de ça, si on veut effectivement échapper à ce cycle, je veux dire, quand on immigre pour devenir autre, c'est-à-dire pour prendre la nationalité ou quand on a la nationalité d'un pays, c'est évidemment pour vivre comme le peuple du pays. Si vous voulez vivre comme là-bas, vous habiller comme là-bas, parler comme là-bas, avoir le discours de là-bas, faut rester là-bas. Si vous êtes en France, il faut vivre comme un Français. Si vous êtes au Maroc, il faut vivre comme un Marocain. Vous êtes la personne, comme d'ailleurs tous les hommes de gauche, qui exaltent. Je termine, j'en ai pour 2 secondes. Vous êtes un homme de gauche, c'est-à-dire vous exaltez toutes les identités possibles, à commencer par les identités des pays arabo-musulmans, mais pas que. Mais par contre, dès qu'il s'agit de parler d'identité française, là, subitement, il n'y a plus personne. L'identité française, ça n'existe pas. La question identitaire, ça n'existe pas. La France ne devient qu'un marché où les gens se juxtaposent et se superposent sans jamais avoir ni une culture commune. Tout ça, ça devient nazi pour vous. Ben non, la France est un pays qui a une identité comme tous les autres pays du monde. Oh, l'ignoble caricature. Bon, on commence par le premier postulat. C'est pas parce que vous étiez d'extrême droite que je suis de gauche. Je n'ai jamais été d'extrême droite. Beaucoup de mal à l'immigration. Je n'ai jamais été d'extrême droite. Le Front National, c'est extrême droite. Ah non, c'est pas d'extrême droite. L'extrême droite, c'est caractérisé par un discours identitaire raciste. Allez faire des études de sciences politiques avant de manier des concepts que vous ne maîtrisez pas. Si vous ne savez pas... Une dernière réaction pour clôturer ce débat. Je peux finir mon propos, c'est important de répéter. Donc l'extrême droite est caractérisée par plusieurs éléments. La peur, évidemment, d'accord, un discours raciste et exclusif et un discours nationaliste. C'est pas un discours scientifique, si vous ne savez pas ce qu'est l'extrême droite, je peux rien faire pour vous. C'est pas scientifique. Je connais mieux l'extrême droite que vous. L'extrême droite a une tradition en sciences politiques qu'il faut aller étudier avant de parler. J'ai étudié 15 ans l'extrême droite, mais c'est pas important. Vous laissez finir ou pas? On est en démocratie, me semble-t-il, donc laissez-moi finir. Il est dommage que je ne sois pas sur le plateau parce que ça aurait été beaucoup plus interactif. Ouais, mais justement. Et croyez bien que je serais venu avec plaisir. Je n'ai aucun problème. Je vous attends la prochaine fois. Votre ex-patronne, Madame Le Pen. Je vous attends la prochaine fois. Avec plaisir, sans aucun problème. Moi, les rendez-vous, je les prends avec plaisir. J'ai eu Madame Le Pen en face de moi, c'est pas compliqué. Votre discours est tellement rompu. Bref, on revenir à nos moutons. Donc, l'immigration, je vous ai dit, l'immigration arménienne, qui sont des caucasiens, je le rappelle tout de même, c'est bien fait parce que les Arméniens finissent par se fondre dans la masse pour des raisons physiques. Ils ne sont pas bronzés ou très peu bronzés. C'est pas une question d'identité ou de religion. Ils sont toujours. Pas du tout. La France n'est pas un concept racial, voyons. C'est marrant, mais vous m'avez laissé parler tout à l'heure. Vous ne me laissez plus parler, monsieur Messia. Un peu de courtoisie, s'il vous plaît. C'est ce que vous avez fait, hein. Je finis mon propos jusqu'au bout. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous mélangez tous les concepts et que vous mélangez, encore une fois, la question sociale, qui n'explique pas tout, mais qui n'est pas exclusive, je vous dis simplement une chose. Vous parlez il y a une chose qui vous a échappé. C'est pour ça que je trouve ça extraordinaire. C'est que l'immigration maghrébine a eu un saut qualitatif en termes social de progression extraordinaire, inconnu jusqu'alors dans le monde. Les fils de parents, vous ne savez pas, vous n'êtes pas maghrébin, c'est logique. Les fils de parents illettrés, c'est normal. Vous ne connaissez pas, c'est normal. Vous êtes ridicule, arrêtez avec ça. Non, écoutez-moi, quand vous ne connaissez pas des gens, vous ne pouvez pas en parler. Pour l'instant, moi, je ne parle pas des gens, je ne connais pas bien. Un ton docte et un donneur de leçons. Écoutez-moi, Gamal Abina, je rappelle que vous êtes militant associatif et journaliste. Merci également, Jean Messia, président de l'Institut Apollon. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.